l'émission C'est dans l'air du 29 janvier dernier a été diffusé le énième reportage à charge sur les intermittents du spectacle. C'est insupportable. Et comme on n'a jamais de droit de réponse, eh bien, on a décidé de répondre. Voilà. Tous ces reportages sont faux. Et quand je dis faux, c'est pas une opinion. C'est pas de dire moi je pense que, toi tu penses que. Non. C'est aussi faux, parce que ce sont des faits, que de dire que Paris est au sud de Marseille. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que on s'aperçoit que les journalistes se copient. Aucun d'entre eux n'a véritablement étudié le dossier, ils n'ont pas lu la question, mais on a toujours affaire à la copie, qui copie la copie, qui copie la copie, qui copie la copie. Et leur seul cahier des charges est toujours de démontrer que nous sommes des profiteurs, des abuseurs, etc., etc. Alors on va procéder comme ça, on va vous passer le reportage, et à chaque fois qu'il y a une erreur, on arrête, et je réponds. Dernier reportage de cette émission avec une mention particulière dans le rapport de la Cour des comptes sur le statut des intermittents du spectacle. Alors une fois pour toutes, ce n'est pas un statut. Le mot dans le reportage est répété 9 fois. Ce n'est pas un statut, c'est un régime spécifique d'assurance chômage. L'UNEDIC n'a qu'une seule caisse, une seule, a un règlement général et des annexes. Les annexes sont faites pour répondre à des règles particulières par rapport à des activités particulières. Nous avons des activités particulières qui sont celles de la discontinuité de l'emploi. Nous avons des règles particulières, mais ce n'est absolument pas un statut. Il faut rappeler que l'UNEDIC a pour base la solidarité interprofessionnelle, mais ce n'est absolument pas un statut. La Cour évoque, je cite, un coût exorbitant. Ces derniers représenteraient 3% des demandeurs d'emploi, mais 30% du déficit global de l'assurance chômage, 1 milliard sur 3 milliards. 1 milliard sur 3 milliards. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. C'est un pur mensonge, soit de la méconnaissance, soit de la manipulation, puisque il est impossible de comparer ces deux montants. Je parle du déficit de l'UNEDIC et du prétendu déficit des annexes 8 et 10. C'est pas possible de comparer ces deux montants, c'est une aberration mathématique, économique, statistique, comptable, tout ce que vous voulez. Je vous renvoie pour plus de détails et pour toutes les explications au Riposte 1, le film que nous avons fait sur le déficit de l'assurance chômage. Regardez-le et vous comprendrez pourquoi cette phrase ne peut pas être prononcée. 1 milliard sur 3 milliards, avec en point d'orgue la question des cumuls. On souhaite bonne chance au ministre de la Culture si elle souhaite appliquer les conseils de la Cour des comptes. Alice Malbert et Thomas Buyer. Soir de première dans ce petit théâtre parisien. En coulisses, Alexandra se prépare à monter sur les planches. À 34 ans, la comédienne formée au cours Simon fait partie d'une jeune compagnie. À Paris, à Prague, à Venise ou à Berlin, pour ne citer que ces 4 villes. Dans un mois, Alexandra deviendra enfin intermittente du spectacle. Des chapelets de lumière suspendus. Elle pourra percevoir une allocation chômage lors des périodes d'inactivité entre deux contrats. Un statut particulier qu'elle a pu obtenir en travaillant au moins 507 heures au cours des 10 derniers mois, soit 5 journées de travail mensuel. 5 journées de travail mensuel, c'est la petite phrase perverse du commentaire. Il faut déjà faire remarquer que dans la plupart des cas, on est déclaré 8 heures et même parfois maintenant en service de 4 heures. Donc avec 5 journées, on est loin de faire les 507 heures. Et puis en plus, il faut aussi faire remarquer que ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, évidemment. À partir du moment où tu es artiste, tu es rarement employé pour des longues périodes. C'est souvent 1 journée, 2 journées, à moins de travailler dans des pièces de théâtre à succès, où tu travailles pendant des semaines et des mois, où les répétitions sont payées, chose qui est quand même finalement assez rare pour la masse des comédiens. La majorité d'entre nous travaillons quand même dans des conditions beaucoup plus fragiles que ça. Comme d'habitude, on a affaire à ce qu'on appelle la dictature du portrait. On prend quelqu'un qui a 34 ans, qui n'a jamais perçu d'assurance chômage, donc qui n'a jamais été éligible aux annexes 8 et 10 parce qu'elle n'a jamais fait assez d'heures. Et évidemment, on va trouver chez ces artistes des gens qui sont rarement payés en répétition. Si on avait fait la même chose avec moi, ça fait 20 ans que j'ai toujours été déclaré et payé en répétition. Mais il ne faudrait pas en déduire pour ça qu'il y a 100% des gens qui sont payés et déclarés en répétition. En plus, elle affirme que ça touche la plupart, la grande masse des comédiens. Non, elle parle d'où elle est.
moi, si je parle d'où je suis, je dis que tous les gens que je côtoie sont toujours indemnisés et payés en répétition. Indemnisés et déclarés et payés en répétition. Bien, ça me rappelle en 2003, il y a eu un reportage comme ça sur 3 musiciens qui étaient payés au chapeau dans la rue. Et ce reportage sous-entendait que donc ils fraudaient l'UNEDIC puisqu'ils n'étaient jamais déclarés. En fait, ces 3 musiciens n'avaient jamais touché les ascédiques de leur vie. Donc le reportage qui tendait à démontrer que c'était des profiteurs était un reportage qui n'avait pas lieu d'être. C'est vrai que c'est important d'avoir quelque chose comme le statut d'intermittent qui te permet de faire que ça, et de consacrer qu'à ton métier et d'obtenir une sorte de stabilité financière, même si elle est fragile. Fragile car l'intermittence permettra tout juste à Alexandra d'atteindre le SMIC. Mais s'il est vital pour le monde culturel, le régime est à nouveau sévèrement remis en cause par la Cour des comptes. Le prétendu déficit des annexes 8 et 10, il faudrait dire balance analytique des annexes 8 et 10, je vous renvoie pour ça au film Riposte 1 sur le déficit, est le même depuis 10 ans, stable. Et comme par hasard, cette année, la Cour des comptes s'y intéresse. Pourquoi? Pour, évidemment, préparer les nouvelles négociations qui auront lieu fin 2013. Et pour préparer les gens à cette histoire de déficit. Car il coûte cher, 1 million d'euros de déficit par an dans les comptes de l'assurance chômage, alors qu'il ne concerne que 3% des demandeurs d'emploi. Un coût exorbitant qui s'expliquerait notamment par de nombreux abus. Les abus tiennent surtout de ce qu'on appelle la permittence, c'est-à-dire des gens qui devraient être CDI, comme tout le monde, et qui en fait bénéficient d'un statut d'intermittent, parce que ça arrange à la fois l'employeur, il y a une certaine souplesse. Par exemple, un directeur de théâtre ne va pas payer les répétitions qui seront considérées comme du chômage. Alors là, on attend un grand sommet dans le reportage. On a affaire à un spécialiste, parce que souvent, les reportages, on nous sort des spécialistes. Alors, celui-là, ses propos sont totalement incohérents, et en plus, il faut bien reconnaître qu'il dit conneries après conneries. Donc, c'est assez compliqué, parce qu'on ne va pas le couper toutes les demi-phrases. Donc, on a décidé de laisser un petit passage. Donc, il prétend dénoncer les abus, en dénonçant la permittence, qui est donc le fait qu'un intermittent travaille régulièrement et devra avoir un CDI. Et pour dénoncer la permittence, il dénonce l'emploi non déclaré. Ce que racontait tout à l'heure la comédienne dans le reportage. Ce qui tombe bien d'ailleurs, parce qu'ils sont en raccord. Alors, ce sont deux choses qui sont très différentes. Hein. Il y a la permittence et l'emploi non déclaré. Donc on va séparer les deux. On va d'abord répondre sur la permittence. Et là-dessus, je laisse parler le directeur général de l'UNEDIC, M. Destival, qui était auditionné le 17 janvier dernier à l'Assemblée nationale. Voyons ce qu'il dit sur la permittence. Au titre de ces dérives, vous nous avez interrogé également sur la situation des permittents. Juste un chiffre, bon, c'est un sujet qui... Voilà, faut prendre là aussi des critères pour pouvoir un peu cerner cette question-là. Celui qui est habituellement retenu, c'est des salariés, des intermittents qui font plus de 900 heures dans l'année pour le même employeur. Ce qu'on constate sur les dernières années, c'est qu'on a plutôt un léger tassement du nombre de permittents définis dans ce sens-là. Ils étaient un peu plus de 5% en 2007, ils sont 4% en 2010. Bien, alors donc comme le dit M. Destival, la permittence c'est 4%. On est donc typiquement dans les chiffres que dénoncent absolument tous les rapports sur la précarité, à savoir qu'il n'y a pas plus en général de 3% de fraudeurs au niveau des prestations sociales en général, mais que ce sont toujours ces fraudeurs qui sont mis en avant, ces fraudeurs entre guillemets, hein, qui sont mis en avant pour alimenter les reportages. Donc 4% en termes économiques, c'est un non-événement. Bref. Pour ce qui est du reste, ce monsieur Dupoint, là, ose dire que les directeurs de théâtre ne payent pas les répétitions ou ne payent pas les représentations, c'est-à-dire qu'il y a du travail pas déclaré de la part des directeurs de théâtre. Donc là, effectivement, on nage en plein délire. Il y a 3 cas de figure. Soit un directeur de théâtre est metteur en scène, et donc il est à la tête d'un théâtre national, d'un centre dramatique national,
ou de temps en temps dans un centre dramatique régional. Et bien sûr que quand vous travaillez pour eux, vous êtes entièrement rémunéré et entièrement toujours déclaré. Toujours. Deuxième cas de figure, le directeur de théâtre est un gestionnaire. Il est à la tête, pour la plupart du temps, des scènes nationales ou de théâtres municipaux. Et dans ces cas-là, le directeur de théâtre ne s'occupe pas de payer ou pas des répétitions, ou de déclarer ou pas des représentations. Ce directeur de théâtre paye une prestation, à savoir qu'il achète un spectacle. Il a un budget pour ça, un budget d'accueil. Il achète un spectacle, et ce sont les compagnies accueillies qui s'engagent à payer les comédiens, à faire des fiches de paye, et qui en amont ont payé ou pas les répétitions. Mais en tout cas, ce n'est pas le directeur de théâtre qui s'occupe de ça. Lui, il achète un spectacle. Troisième cas de figure, le directeur de théâtre est à la tête d'un théâtre, mais n'a pas de budget pour ça. Il n'a pas de budget d'accueil. Et dans ces cas-là, c'est simplement des représentations qui sont à la recette. Il n'achète pas le spectacle, il l'accueille et la recette est partagée. Mais dans tous les cas de figure, le directeur de théâtre n'a absolument rien à voir dans cette histoire de déclaration de répétition, sauf s'il est lui-même metteur en scène, c'est ce que je disais dans le premier cas de figure, et dans ce cas-là, évidemment, il paye à chaque fois. Donc, cette phrase, les directeurs de théâtre ne payent pas, c'est faux dans 100% des cas. Et c'est évidemment la collectivité qui paye. La collectivité des salariés du privé, car c'est aussi le problème de ce statut. Alors, ce monsieur, spécialiste du point, s'offusque que seuls les salariés du privé cotisent, et c'est le problème de ce statut. Alors encore une fois, ce n'est pas un statut, et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas de problème, parce qu'effectivement, c'est la règle à l'UNEDIC, et nous faisons partie de l'UNEDIC, que seuls les salariés du privé cotisent. Pourquoi? Parce que seuls cotisent ceux qui sont susceptibles de se retrouver au chômage. Or, comme les fonctionnaires ne pourront jamais se retrouver au chômage, car ils ont la sécurité de l'emploi, eh bien les fonctionnaires ne cotisent pas à l'assurance chômage. Donc je ne vois pas où est le problème. Et puis ça arrange aussi les intermittents qui ont une souplesse dans leur vie, qui peuvent demander par exemple des rémunérations un peu plus élevées du coup, puisque les jours de congé sont en fait pris en charge par l'UNEDIC. Alors, ce monsieur nous dit que les intermittents peuvent demander plus parce qu'il y aurait des jours de congé pris en charge par l'UNEDIC. Alors là, on nage en plein délire. D'habitude, on nous explique le contraire, qu'il y a au contraire collusion avec les employeurs qui payent moins parce qu'on a des assédiques en complément. Et là, monsieur nous dit le contraire. Donc en fait, à chaque fois, ce sont des reportages, mais totalement incohérents, sur des bases infondées, où on noie le poisson pour nous expliquer tout et n'importe quoi. Voilà. Donc on voit qu'il y a une double complicité dans les failles de ce statut. Autre abus, les stars largement indemnisées lorsqu'elles ne travaillent pas, car l'allocation n'est pas plafonnée. Alors cette journaliste dit, autre abus, les stars largement indemnisées quand elles ne travaillent pas parce que l'allocation n'est pas plafonnée. Alors on peut dire que déjà il y a de la diffamation, parce qu'en plus il montre Vincent Cassel, Vincent Cassel devrait faire un droit de réponse, parce que évidemment les stars ne sont pas indemnisées parce qu'elles ne sont pas inscrites à Pôle emploi, donc ça c'est la pure diffamation. Et deuxièmement, il y a une méconnaissance totale du dossier encore, puisque évidemment que l'indemnité journalière est plafonnée. Donc il y a deux erreurs dans la même phrase. L'indemnité journalière est plafonnée, c'est même la plus plafonnée de toute l'assurance chômage. Alors, je conseillerais aux journalistes qui feront des reportages sur les intermittents du spectacle de se référer à ce livret qui a été fait par la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Ce sont les règles de l'indemnisation chômage des intermittents du spectacle. Les comprendre pour se les approprier et les faire appliquer. Voilà. Il est écrit, page 33, évidemment que le montant de l'allocation journalière est plafonné, elle est limitée à 34,4% de 1/365e du plafond annuel des contributions d'assurance chômage, à savoir de 139,51 € par jour. Attention, c'est un plafond théorique, à savoir que personne, absolument personne, ne peut atteindre ce plafond
dans les faits, la très grande majorité des intermittents ont une indemnité journalière qui ne dépasse pas 65 € par jour. Bien. Donc, cette phrase, 2 erreurs. 1. L'indemnité journalière est évidemment plafonnée. 2. Les stars ne sont pas indemnisées. Par ailleurs, le système qui repose sur une déclaration conjointe de l'intermittent et de l'employeur favoriserait la fraude, comme travailler plus que le nombre d'heures déclarées. Travailler plus que le nombre d'heures déclarées, il faut rappeler qu'il n'y a aucun intérêt à travailler plus que le nombre d'heures déclarées depuis 2007, puisque c'est la seule mesure que nous avons réussi à faire passer dans la modification des règles de l'assurance chômage qui avait été mise en place donc en 2003. La modification a été faite en 2007. Il y a abandon du principe de salaire journalier de référence qui fait que maintenant, quand on déclare une journée à 500 €, ce n'est pas avantageux par rapport à déclarer 5 journées à 100 €. Avant, il y avait intérêt de réduire son nombre de jours, d'avoir un montant élevé, à savoir de déclarer un jour à 500 € par rapport à 5 jours à 100 €. Maintenant, il y a abandon du salaire journalier de référence, donc il y a une véritable incitation à la déclaration. Et nous avons intérêt à déclarer 5 journées à 100 € si on travaille 5 jours à 100 € plutôt qu'une journée à 500 €. Donc, là encore, il y a un petit retard. Cette règle est mise en place en 2007, on est en 2013, cette journaliste a 6 ans de retard, il n'y a aucun intérêt à sous-déclarer depuis la règle d'abandon du SJR. Mais la singularité culturelle française est bien difficile à réformer. Il y a 10 ans, le gouvernement décide de durcir les conditions du régime. Alors le gouvernement qui essaye de durcir les règles de l'assurance chômage, voilà encore une erreur. Ce n'est pas le gouvernement qui décide des règles de l'assurance chômage, mais les gestionnaires de l'UNEDIC. Les gestionnaires de l'UNEDIC sont des partenaires sociaux, à savoir les syndicats, il y en a 8. Il y a 3 syndicats pour les patrons, le MEDEF, CGPME et l'UPA, et 5 syndicats pour les salariés, la CFDT, la CGT, la CGC, la CFTC et FO. Ce sont ces partenaires sociaux qui décident de l'accord. Ensuite, il est vrai qu'il faut que l'accord soit agréé par le ministre des Affaires sociales. Il a la possibilité de ne pas l'agréer, mais c'est une procédure qui est assez rare parce que aucun gouvernement ne veut s'opposer à la décision prise par les syndicats lors d'accords comme ça qui sont pris que ce soit à l'assurance chômage ou lors de caisses de retraite ou la sécurité sociale. Donc ce n'est pas le gouvernement qui décide, mais les partenaires sociaux. Résultat, l'édition 2003 du Festival d'Avignon est annulée. Une grève des festivals dévastatrice. Dévastatrice, peut-être. C'est sûr que l'annulation d'Avignon, c'est pas faite de gaieté de cœur. Mais en tout cas, elle n'a pas été dévastatrice pour la lutte, parce que toutes les mesures d'urgence obtenues l'année suivante, en 2004, l'ont été, il faut bien le dire, grâce à l'annulation du Festival d'Avignon en 2003. Pourquoi on a obtenu ces mesures d'urgence? Parce que les politiques avaient peur que les festivals soient de nouveau annulés. La contestation des intermittents aura coûté sa place au ministre de la Culture. Certains syndicats ont eu un comportement irresponsable. Alors, syndicat irresponsable, non. À Avignon, très précisément, le vote a été fait à bulletin sucré. Ça a été fait dans la douleur, c'était pas par gaieté de cœur. Et la plupart des techniciens et artistes qui votaient ce jour-là n'étaient pas syndiqués. Pourtant, depuis la réforme, le nombre d'intermittents ne cesse d'augmenter. Alors, le nombre d'intermittents ne cesse d'augmenter depuis la réforme, donc depuis 10 ans, c'est faux. Le nombre d'intermittents indemnisés est stable. Ça tourne autour de 100 000 intermittents qui ont touché au moins une indemnité dans l'année. Donc, on est à un chiffre stable. Cette parole est fausse. Aujourd'hui, l'épineux dossier est entre les mains du Parlement qui n'envisage pas de supprimer le statut. Mais les aménagements proposés en mars prochain risquent de faire grincer des dents. Il va y avoir des réticences. Et d'ailleurs, nous avons reçu un grand collectif d'intermittents du spectacle dont la philosophie générale, c'était surtout ne toucher à rien. Alors, M. Christian Kert, président de la commission à laquelle nous avons été auditionnés,
parle d'un grand collectif, donc c'est nous sommes le seul grand collectif à avoir été auditionné, et dit que notre philosophie était de ne toucher à rien, alors que l'audition est sur le site de la coordination, vous pouvez la regarder, hein. On a passé 40 minutes à dire nos contre-propositions, et nos contre-propositions sont telles qu'aucun article n'est le même que la réforme en place. Alors non seulement il ne s'agit pas de toucher à rien, mais il s'agit de toucher à tout, et de tout remanier. Monsieur Kert, je pense, quand il dit ça, dit que nous ne voulons toucher à rien parce que, comme nous disons que ce n'est pas sur la base d'un prétendu déficit qu'il faut faire une réforme, c'est ça qu'il appelle toucher à rien, hein. Mais au niveau des contre-propositions, au contraire, on touche à tout, monsieur Kert. Bon, on va essayer de trouver quelques voies nouvelles qui permettent d'un peu rééquilibrer, qui permettent de faire en sorte qu'on ne perde pas comme ça 1 milliard, ce qui met quand même en difficulté l'ensemble du système d'assurance chômage. Là encore, je renvoie au film Riposte numéro 1 sur le déficit. Monsieur Kert, non, il n'y a, et nous vous l'avons montré lors de l'audition, il n'y a aucune corrélation, aucun rapport entre le prétendu déficit des annexes 8 et 10 et le déficit de l'assurance chômage. Il n'y a aucune corrélation, aucun rapport entre les deux. Ce n'est pas les annexes 8 et 10 qui mettent en difficulté l'assurance chômage. Ce qui met en difficulté l'assurance chômage, c'est 1, son mode de financement, et 2, surtout évidemment, le fait qu'il y ait beaucoup de chômage et le fait qu'on soit en crise. Ce sont les crises qui impactent le régime d'assurance chômage et pas les annexes 8 et 10. Plusieurs solutions sont envisagées. Faire cotiser plus les intermittents les mieux payés ou encore revoir l'attribution du statut pour les techniciens. Alors revoir l'attribution du statut pour les techniciens, on rappelle que la coordination est pour une annexe unique, c'est-à-dire fusionner les annexes 8 et 10. Et ça colporte la rumeur qui dit que lors de la prochaine réforme de l'assurance chômage, il y a des rumeurs qui disent qu'on sortirait les techniciens de l'assurance chômage intermittents du spectacle. Attention, danger. Pour l'heure, la plus consensuelle concernerait le plafonnement du cumul des revenus et de l'indemnisation chômage. Voilà enfin la seule vraie info de ce reportage. Oui, nous sommes pour un plafond de cumul salaire plus indemnité. Quand je dis nous, mais aussi de nombreuses organisations syndicales, dont la CGT pour les employés et le Syndéac pour les employeurs. Nous pensons que c'est évidemment une mesure vertueuse qui permettra d'avoir une meilleure répartition, une répartition plus juste des indemnités. Voilà, le chiffre qui était cité par Alice dans le reportage était bien d'1 milliard et non d'1 million. On a oublié un zéro en cours, mais il a été cité plusieurs fois depuis le début de cette émission. Simplement pour faire remarquer que pour passer de 1 million à 1 milliard, il ne faut pas rajouter un zéro, mais 3 zéros. Qui osera s'attaquer au régime si favorable des intermittents du spectacle, nous demande un téléspectateur. Vous avez un élément de réponse? Qui osera s'attaquer au régime si favorable des intermittents du spectacle? Alors là, c'est le pompon, on est au sommet de la manipulation, puisque de toute façon, la réponse est contenue dans la question. D'ailleurs, aucun des invités n'osera remettre en cause cette question, puisque le reportage est fait pour bien faire comprendre que nous sommes des profiteurs, que nous abusons et que nous avons un régime tellement favorable. Alors d'ailleurs, allez expliquer aux gens qui basculent au RSA si le régime est si favorable. Je pense qu'ils auront une autre opinion que celle, la prétendue question posée par le soi-disant reportage très neutre qui, comme vous l'avez vu, fait appel à de nombreux spécialistes qui ne racontent que des conneries. Hein, il faut bien le reconnaître. C'est 9 minutes de conneries. Et eh bien, il faut se défendre. Et il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que des reportages comme ça, il va y en avoir beaucoup. Parce qu'en 2013, cette année, donc, il va y avoir, je le rappelle, des négociations au sujet de l'assurance chômage. Ces négociations sont parties pour être faites à la baisse. Et donc, il va y avoir de nombreux reportages qui vont prouver que, puisque nous sommes des profiteurs et puisque nous abusons du système, il faut le réduire, ce système. Eh bien, défendons-nous, soyons vigilants et on sera plus fort pour lutter.